ils ont le sentiment qu'on les a laissés tomber, qu'ils ont toujours été très fidèles par rapport à Netanyahou. Il y a un début de grondement à l'intérieur de la société ultra-orthodoxe de beaucoup de jeunes qui en ont marre de cette situation, qui veulent essayer de vivre autrement. Quand ils voient ceux qui ont dépassé un petit peu l'âge, parce que c'est 23 ans, qui vont étudier, qui vont travailler, qui commencent à mener une vie normale, qui achètent des appartements, qui voyagent, qui se permettent des vacances, ça commence à faire des problèmes. Alors, si vous étiez hier sur les routes, vous avez dû vous rendre compte des manifestations et des embouteillages causés par une partie, en tout cas, du milieu orthodoxe, puisque une manifestation avec des voitures qui roulaient doucement sur les axes routiers, principaux axes routiers du pays, a eu lieu. Nous allons parler de ces manifestations et puis aussi, bien sûr, du deal entre Binyamin Netanyahou et les partis orthodoxes, en tout cas ce qu'on sait de ce deal. Et nous sommes très heureux de recevoir ce matin la journaliste Peggy Sidor. Peggy, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on va commencer par ces manifestations qui, visiblement, ont été moins importantes que prévu, ou peut-être que, tout simplement, les automobilistes israéliens ne sont pas sortis hier sur les routes. En tout cas, de quelle manière on conclut, en tout cas, on parle de ces manifestations aujourd'hui dans les milieux orthodoxes? Dans le milieu orthodoxe, c'est présenté comme un grand succès, évidemment. Tout a bien réussi. Ils ont réussi à pas vraiment paralyser le pays, mais créer de gros problèmes de circulation, de trafic. Non, non, ils sont satisfaits. Là où ils ont un peu moins envie d'en parler, en fait, de ce que j'ai un petit peu vérifié avec mes sources, c'est ce qui s'est passé à Arad. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé peut-être hier à cause justement de cette manifestation des voitures qui ont essayé de bloquer le trafic à travers le pays. Arad est une ville qui est carrément devenue une ville ultra-orthodoxe. L'idée, c'est que ça va bientôt devenir un deuxième Bnei Brak. Il y a une minorité de gens qui ne sont pas ultra-orthodoxes. Ça ne veut pas dire qu'ils soient carrément laïcs. Hein. Je veux dire, c'est probablement ou des Traditionnaliste. Ouais. traditionalistes ou même des religieux, mais qui ne sont pas très contents d'être submergés par une population ultra-orthodoxe. Et il y a eu des échauffourées. C'est Mm. arrivé aux mains, là. Il y a eu de gros problèmes. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé, il me semble, dans la presse hier soir et même ce matin encore, parce que bon, tout le monde est occupé avec tout ce qui s'est passé, Ouais. le Venezuela en plus, tout ça. Mais non, non, ça a été Mm. assez pénible comme. Alors, concernant les manifestations, est-ce que on parle de continuer cette protestation, puisque il faut le rappeler, hein, la raison principale, c'est l'arrestation de jeunes orthodoxes qui refusent d'incorporer l'armée. Pas seulement. Sûr que c'est- Non, non. La vérité, en fait, c'est une partie de poker. Mm. C'est une partie de poker classique qui baissera les yeux le premier entre les partis ultra-orthodoxes, enfin les représentants politiques des partis ultra-orthodoxes, et Netanyahou. Bon, on s'approche d'élections, la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. En fait, les ultra-orthodoxes n'ont pas tellement de choix. Je veux dire, les partis de l'opposition, il ne faut pas se leurrer, je ne vois pas qui parmi eux arriverait à des accords du style que Netanyahou a obtenu avec les partis ultra-orthodoxes pour former un gouvernement avec eux. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils n'ont pas vraiment le choix. On peut se raconter des histoires, on peut s'imaginer. Eisenkot a eu une déclaration qui pourrait être traduite comme je suis pas contre tout ça, mais tout le monde sait que en fait la vérité de ce qui va se passer, c'est que leur seule option, c'est de recommencer, renouer une coalition avec Netanyahou. Alors maintenant, en fait, la partie de poker, c'est d'essayer d'obtenir à l'avance, de tracer les lignes rouges de ce que ce sera quand le temps arrivera, et ça va pas tarder. Les élections sont apparemment prévues pour le 20 octobre, donc nous parlons de la fin de l'année. Nous sommes à moins de 6 mois, 6 mois même à peine. Même. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème avec les jeunes des yeshivot qui sont enrôlables et qui sont déserteurs, en fait, ils sont déclarés déserteurs. C'est pour ça qu'on les recherche. Euh, c'est vraiment, ça pose un gros problème
à la direction des partis ultra-orthodoxes, parce que d'un côté, ils veulent absolument les sauver, d'un autre côté, ils comprennent bien qu'à un certain moment, il faudra lâcher un petit peu, parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Je veux dire, ceux qui n'étudient pas, qui se promènent, on peut les rencontrer. Je veux dire, moi, à Ouais. Jérusalem, il m'arrive très souvent de les voir dans la rue, le soir, du côté de Machana Yehuda, dans toutes Ouais. sortes d'endroits. Ils sont là, ils n'étudient pas, visiblement, ostensiblement, ils n'étudient pas. Ce ne sont pas des jeunes qui passent 18 à 20 heures par jour dans la yeshiva. Et même la direction, enfin, ils ne l'avoueront jamais, mais la direction des partis ultra-orthodoxes est mal à l'aise parmi eux, par rapport à eux. D'un côté, ils se sentent obligés de les sauver, bien sûr. D'un autre côté, ils sont un petit peu embarrassés. Alors, personne ne sait comment faire. Donc, je vous dis, c'est une partie de poker. C'est à qui Hmm. baissera les yeux le premier. Ouais. Et justement, dans cette partie de poker, il y a ce deal hein, dont on parle. On ne sait pas exactement ce qui contient, mais en tout cas, visiblement, les partis orthodoxes ont demandé on va dire, des avantages concernant certaines lois contre justement la possibilité pour Benjamin Netanyahou d'aller jusqu'à la fin de son mandat, en tout cas de la Knesset, d'aller jusqu'à la fin de son mandat. Qu'est-ce qu'on sait exactement, où on en est par rapport à ça? Bah, c'est pas très, c'est un brouillard, hein. Bon, enfin bon, grosso modo, on sait de quoi il s'agit. C'est de remettre sur le sol. Il y a des lois qui étaient censées faire avancer la situation des partis, enfin de la société ultra-orthodoxe, Haredite. Et Netanyahou je ne suis pas sûre qu'on peut dire qu'il a essayé de les éviter, mais il a parvenu à la conclusion qu'il n'avait pas une majorité pour certains lois, comme la loi des crèches, par exemple, des méonotes et d'autres lois. Donc, il a louvoyé un petit peu, essayant de gagner du temps. Hmm. C'est vraiment pas gagner beaucoup de temps, Ouais. finalement, comme je vous l'ai dit, et pour arriver à temps. Il a finalement arrivé à un deal. Il y a deux lois qui passeront, les autres attendront la prochaine Knesset, en admettant que Ouais. Netanyahu soit Hmm. réélu et qu'il forme de nouveau une coalition. Mais les ultra-orthodoxes ne sont pas satisfaits de ça. Il y a un grand problème. euh, je vais parler un petit peu de ce qui se passe dans la société Ouais. ultra-orthodoxe. Laissons un peu de côté les politiciens. Ils sont, ils sont mal à l'aise. Ils ont le sentiment qu'ils ont été qu'on les a laissés tomber, qu'ils ont toujours été très fidèles par rapport à Netanyahu, qu'ils ont avalé quelques mauvaises grenouilles ou quelques vipères comme ça pour faire passer le message, et que finalement, il est prêt à les laisser tomber ou à faire pression en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas tellement de choix. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement de choix. Politiquement, ils n'ont pas tellement de choix. Je veux dire, combien de fois ils peuvent recommencer à essayer de bloquer tout le pays, paralyser les routes. Bon, ça peut se faire une fois, deux fois. Ils n'ont pas beaucoup de balles dans leur fusil, si vous voulez Hmm. l'expression, vous me passez l'expression. Ça va s'arrêter à un moment donné. Et de l'autre côté, il faut le répéter. Je veux dire, on n'en est pas assez conscient, mais moi je vous le dis, d'assurance, il y a un début de grondement à l'intérieur de la société ultra-orthodoxe de beaucoup de jeunes qui en ont marre de cette situation, qui veulent essayer de vivre autrement. Quand ils voient ceux qui ont dépassé un petit peu l'âge, parce que ça, c'est 23 ans, qui vont étudier, qui vont travailler, qui commencent à mener une vie normale, qui achètent des appartements, qui voyagent, qui se permettent des vacances, et ça commence à faire des problèmes. Il y a un autre sujet dont on parle pratiquement pas, mais moi j'ai découvert que ça devient un sujet important au milieu de cette société, c'est que le problème des déserteurs pose de gros problèmes pour les mariages arrangés, les shidduchim. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui sont portés déserteurs ou qui risquent d'être déclarés déserteurs, qui ne peuvent plus sortir pour rencontrer, parce que dans la société ultra-orthodoxe, c'est au maximum 2 à 3 rencontres, et puis c'est fini. On fixe la date de Hmm. fiançailles, la date du mariage, et ça s'arrête là. Si le garçon devient un déserteur et qu'il est enfermé en prison, Ah. ça pose de gros problèmes. Ah ouais. Alors évidemment, dans la société générale, on n'en est pas conscient, on n'en Bien parle pas, sûr. mais c'est un problème dans la société ultra-orthodoxe. Hmm. Donc il y a vraiment, ce que vous notez, il y a vraiment un changement qui vient, on va dire, du terrain. Et Oui, de l'autre côté, il y a les politiques qui continuent à ce bras de fer entre absolument. Benjamin C'est un, Netanyahou. c'est un bras de fer qui est au-dessus d'un abîme parce que
parce qu'ils savent très bien. Je veux dire, vous imaginez, imaginons que, je sais pas moi, Eisenkot, Bennett, je sais pas quoi, gagne les élections. Vous les voyez arriver à des accords pareils Ouais. avec les Haredim? Mm. C'est pas Pas possible. possible. Mm. C'est pas possible. Très bien. Donc ils n'ont pas tellement de choix. Ils n'ont pas le choix. Très bien. Merci en tout cas, hein, Peggy, pour Merci à vous. ces explications. Merci d'avoir été ce matin sur Bonne Studio journée. Kelida.